Bonjour à toutes et à tous. Alain Touraine a beaucoup parlé dans les médias, il a beaucoup écrit dans les revues et les journaux, mais il n'a pas été un intellectuel de type sartrien, compagnon de route des partis et des États révolutionnaires. Proche de Michel Rocard et d'Edmond Maire, il se reconnaissait dans la deuxième gauche, dans la recherche d'une alliance entre les mouvements sociaux et la responsabilité politique. Il pensait qu'il faut plus de courage pour faire des réformes que pour en appeler aux ruptures révolutionnaires qui n'adviennent pas ou qui se trahissent en détruisant les mouvements qui les ont portés. Il a soutenu la gauche sans être enthousiasmé par François Mitterrand, il soutenu les luttes étudiantes tout en souhaitant une profonde réforme du système universitaire, il a cru à l'urgence des mouvements écologiques sans devenir militant. Ce mélange de conviction et de prudence vient sans doute de ce que Touraine était trop sociologue pour ne pas se méfier des indignations d'autant plus radicales qu'elles sont sans conséquence. Il a toujours soutenu les mouvements et les luttes sans ignorer leurs faiblesses et leurs contradictions. Il s'enthousiasmait pour des causes sans en être totalement dupe. Cette manière d'intervenir lui a valu bien des incompréhensions et des hostilités. Libéral pour les uns, social-libéral pour d'autres, gauchiste pour certains, Touraine était un intellectuel public relativement indifférent aux modes qui ne tiennent que le temps d'une émotion. Au fond, il était un sociologue radical et un intellectuel prudent parce qu'il savait les difficultés du chemin qui va des convictions aux responsabilités. En cela, il a été toujours le militant de la sociologie, non pour défendre une discipline et une corporation, mais pour défendre une manière de penser le monde nécessaire à toute vie démocratique. Touraine, tout le long de son ouvrage, revient sur le libéralisme, notamment sur Berlin, pour illustrer à la fois les conditions minimales d'une société qui respecte les individus comme sujets, mais aussi pour illustrer les lacunes de cette théorie. Pour Berlin, le pluralisme basé sur la liberté négative est plus réel que la maîtrise de soi telle que préconisée par la liberté positive, qui risque de justifier un absolutisme au nom de la raison et de la liberté, obliger les hommes à adopter la juste forme de gouvernement, leur imposer ce qui est juste par la force, n'est pas seulement le droit mais le devoir sacré de tous ceux qui ont l'intelligence et le pouvoir de le faire. Nos sociétés sont, affirme Berlin, nécessairement plurales, car les fins et les valeurs que poursuivent les hommes sont à la fois ultimes et liées à leur conception de la vie ainsi qu'aux conditions de leur existence. L'inévitable conflit entre ces visions différentes ne doit pas mener à la dislocation de la société, cette recherche de compromis est de ce qui distingue l'homme civilisé de l'homme barbare. Elle est basée sur le refus d'immoler des êtres vivants au nom des générations futures, seuls sont réels les intérêts individuels. Peut-on concevoir des hommes si absurdes qu'ils préfèrent l'homme qui n'est pas à celui qui est, qu'ils tourmentent les vivants, sous prétexte de favoriser le bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés et ne verront peut-être jamais le jour? Dans un livre plus récent, Berlin insiste sur son refus de l'approche métaphysique de la politique, Touraine affirme que la seule limitation du pouvoir de l'État par le respect des droits inviolables de la personne, principe véhiculé par le libéralisme, est une condition nécessaire mais n'est pas suffisante pour la construction d'une société où pas seulement des individus se heurtent, mais amis des groupes et des communautés. En écartant toute représentativité des élus par rapport à des acteurs et à des mouvements sociaux, en fait en refusant l'existence d'un domaine social, puisqu'elle ne reconnaît que l'organisation politique et les intérêts, la pensée libérale s'est condamnée à n'avoir qu'une importance pratique très limitée, alors que son importance pratique a été et reste considérable. Cette limitation du pouvoir peut aider la démocratie, mais aussi la combattre. Elle repose sur la séparation de la raison impersonnelle, domaine de la vie publique, de l'utilité, et des croyances, domaine de la vie privée. Touraine affirme que le plus grand espace doit être laissé au groupe pour la réalisation des fins particulières qu'ils poursuivent. Cette séparation entre la vie privée et le domaine public, et la disparition des croyances et des conflits fondamentaux n'élimine pas le rôle de l'État, qui doit faire respecter les règles du jeu, l'honnêteté des transactions et la liberté d'expression et d'action de chacun. Le monde moderne ne croit plus aux horizons métaphysiques et aux vérités éternelles des siècles passés, ni au rationalisme, idéologie qui a façonné une partie importante de ce siècle. Ce rationalisme, scientifique des Lumières, historiciste de Hegel et de Marx a projeté l'idée d'une société inévitable, parfaite, donc immuable, ce qui éliminait du coup tout débat politique ouvert ainsi que l'espace requis. C'est sous l'attaque du Sturm und Drang, du romantisme allemand et surtout de Herder et son appel à la spécificité culturelle que la modernité a pu rompre avec ce rationalisme.
La reconnaissance de la spécificité culturelle a permis le remplacement du rationalisme despotique par la recherche de l'authenticité, par la politique du sujet. Mais cette spécificité culturelle pouvait aussi dégénérer en nationalisme militant et extrême, effaçant du coup le pluralisme culturel et le sujet comme porteur de projets authentiques. Pour éviter d'enfermer l'individu dans un ensemble naturel ou historique, les collectivités ou la volonté générale, il faut défendre le sujet personnel, créateur, imaginatif, innovateur, contre l'opinion dominante et les intérêts établis. Il ne suffit pas de se libérer de l'État, il faut aussi se libérer des appartenances sociales. Ainsi, au lieu de l'opposition entre les libertés négatives et positives, nous nous retrouvons devant deux libertés négatives, chacune cherchant à mettre à distance un danger, dont l'une se libère de l'État et l'autre des appartenances sociales. C'est dans ces conditions que l'appel au sujet débouche dans la liberté et non pas dans un communautarisme répressif. Malgré ces dangers, la liberté positive peut se définir de manière libertaire. Elle est alors l'affirmation et la défense des droits de l'homme contre la société autant que contre l'État. Elle devient ainsi la condition de affirmation du sujet personnel. Vu les dangers qui menacent l'individu et sa liberté, l'État d'un côté, la communauté de l'autre, mais étant donné le fait qu'un acteur social est souvent un rassemblement d'individus, il faut délimiter la nature et le champ d'action de cet acteur collectif pour le rendre compatible à la fois avec la démocratie et les droits individuels. La représentativité est une condition essentielle de la démocratie. Les gouvernants doivent exprimer les demandes formulées dans la société civile par les acteurs sociaux. Si ces demandes, réactions ou protestations formulées par la société civile ne reflètent que des intérêts particuliers et individuels, éducation des enfants, vie professionnelle, sécurité, la représentativité est impossible car incapable de définir une politique qui engloberait les demandes. Pour qu'elle soit possible, il faut que la représentativité reflète une agrégation des demandes provenant d'individus et de secteurs de la vie sociale très diverses. C'est quand il y a correspondance entre demandes sociales et offres politiques que les bases de la démocratie sont solides. Ce qui implique que les conflits ne doivent pas être indépassables, mais au contraire de portée générale, en d'autres termes, qu'ils puissent s'accommoder de traitements partiels et temporaires. Une seconde condition de la représentativité découle de la première. Il faut que les acteurs sociaux aient l'autonomie pour l'organisation des groupes d'intérêt et de pression, tels les syndicats, les journaux, les associations et les clubs. Ces acteurs servent de médiateurs entre la société civile et les partis politiques en contribuant à former l'offre des partis politiques pour la faire correspondre le plus possible aux demandes de la vie sociale. Les partis politiques ne doivent pas être des équipes de gouvernement entre lesquelles les électeurs choisissent, car ceci reléguera le sujet et le citoyen à leur rôle d'électeur, voire de consommateur politique. Pour que nous puissions parler de représentativité, il faut donc respecter certaines conditions. La première de ces conditions affirme la prééminence des acteurs sociaux sur les partis politiques. En fait, les acteurs sociaux doivent être capables de donner sens à leurs revendications politiques et non pas être subordonnés à un programme d'une élite politique qui les relègue ainsi à l'abstraction de la masse, et s'approprie le pouvoir, sans trouver en face d'elle la force capable de limiter sa toute-puissance. À défaut d'être soumis aux acteurs sociaux, les acteurs politiques risquent de basculer du côté de l'État, détruisant du coup la première condition d'existence de la démocratie. Les acteurs politiques peuvent se séparer des acteurs sociaux comme de l'État. Cette séparation peut être due à une accumulation de richesses, à la corruption ou à leur habitude du gouvernement, les partis imposant alors leur programme, ne cherchant plus que l'augmentation de leur propre pouvoir. Toutes les demandes ne trouvent pas, dans le système politique, de réponse adéquate, soit à cause de leur caractère non négociable, soit par la paralysie du système politique, écrasé par un État autoritaire. Quand ces revendications ne peuvent pas être traitées par les institutions, Touraine les qualifie de résidus, qui prend alors la forme d'une mobilisation collective dirigée contre des institutions qui protègent des intérêts dominants que seule la violence peut renverser.
ce qui nous oblige à préciser la différence fondamentale entre la notion de mouvements sociaux de celle de mobilisation collective. Les deux sont des actions collectives qui cherchent l'acceptation de leurs revendications, et dans les deux cas restent un résidu après le traitement institutionnel. Mais ici s'arrête leur ressemblance, car les deux ne réagissent pas de la même manière face à ce résidu non traité ainsi qu'au pouvoir. Un mouvement social est, selon Touraine, une action visant à modifier le mode d'utilisation sociale de ressources importantes au nom d'orientation culturelle acceptée dans la société considérée. Elle doit toutefois répondre à deux exigences. La première condition est que cette action est orientée et se présente sous la forme d'un programme politique, parce qu'elle en appelle à des principes généraux en même temps qu'à des intérêts particuliers. Un tel mouvement peut être celui des ouvriers, qui, au nom des progrès et de la production, ont combattu le capitalisme, comme les mouvements écologistes, féministes, ou sociaux d'inspiration religieuse. La seconde condition affirme que les demandes des acteurs doivent être représentables, en d'autres termes les acteurs sociaux doivent accepter les règles du jeu politique et la décision de la majorité. Ce qui veut dire que ces revendications doivent être négociables, et trouver réponse auprès d'un système politique qui n'est pas écrasé par le poids de l'État. En acceptant les règles du jeu politique, les revendications renoncent du coup à leur prétention à l'absolu et acceptent donc le compromis. Il y a mouvement social quand l'action collective cherche des objectifs sociétaux, donc qu'elle reconnaisse des valeurs ou des intérêts généraux de la société, et par conséquent, ne réduit pas la vie politique à l'affrontement de camps ou de classes, en même temps qu'elle organise et développe des conflits. C'est en considérant, respectant et englobant la recherche du bien commun, qu'un mouvement de défense des intérêts particuliers est légitime et civil. C'est en établissant un lien entre acteurs sociaux et programmes politiques par l'affirmation et le respect de thèmes universaux, tels la liberté, la justice ou les droits de l'homme, qu'un acteur social reconnaît le système politique qui devient alors médiation entre l'État et les acteurs. Quant à la mobilisation collective, elle se présente comme un résidu non traitable des revendications, et trace les limites du traitement du conflit. Cette rupture avec l'ordre établi est alors porteuse d'un changement fondamental de la société. Son action est radicale et cherche le renversement de l'ordre établi, car elle définit une situation de manière militaire, parle de guerre civile, de crise ou de pouvoir arbitraire, et par conséquent ne peut donner naissance qu'à une stratégie de prise du pouvoir dont l'objectif social est de créer une société homogène d'où seraient exclus les ennemis et les traîtres. Il est évident que seul un mouvement social est compatible avec la démocratie. Mais cette réconciliation même entre un mouvement civil qui sert de principe de reconstruction réfléchie, discutée et décidée, d'une société fondée sur des principes de justice, de liberté et de respect de l'être humain et l'État n'est jamais parfaite. Car l'État, ne se réduisant pas au système politique, doit considérer des facteurs qui ne sont pas des demandes, telles les exigences du marché international, l'intérêt national ou les relations avec les autres États. L'État conserve donc une capacité de décision arbitraire, qui ne peut être entièrement supprimée. D'où une dimension normale de violence entre les catégories dominées et éloignées et un État qui n'est engagé que partiellement dans les négociations. Mais le mouvement social ne peut jamais s'en servir comme moyen. Cette violence, tout en faisant partie de la société, est contenue à la fois par la démocratie qui réduit le pouvoir absolu et par des contraintes extérieures qui évitent la paralysie d'une société enfermée dans une lutte, et pousse à la recherche de compromis rendus possibles par la référence à un bien commun. L'existence des conflits doit être reconnue et acceptée, car elle reflète une réalité sociale faite de pluralité et de lutte. Ne pas accepter les conflits et la violence, les désocialiser, donne une image pure de la société, qui ne peut être compatible avec le caractère nécessairement plural de la société et donc avec la nature et le rôle des acteurs sociaux, c'est au contraire par la recherche des problèmes sociaux aigus, de la nature des nouveaux acteurs sociaux et de leurs revendications, et par la réponse qu'ils trouvent dans le système politique, que la démocratie est rigoureuse et juste. Que cela crée un lien entre la démocratie et le peuple est nécessaire pour éviter la réduction de cette dernière à un libre choix des gouvernants, qui peuvent tous appartenir à l'élite dirigeante, et être ainsi coupés de la société, de ses problèmes et de ses préoccupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous.
Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous de cette citation? Les partis politiques ne doivent pas être des équipes de gouvernement entre lesquelles les électeurs choisissent, car ceci reléguera le sujet et le citoyen à leur rôle d'électeur, voire de consommateur politique. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et pour m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.